Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons commencer par un bilan de la séance 3, à partir de la dernière activité que vous aviez à réaliser, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que le portrait de Dracula était un récit fantastique. Puis nous débuterons notre séance 4, un vampire peut-il susciter le désir? Vous mènerez un résumé d'un nouvel extrait, puis nous travaillerons sur l'état du narrateur, la sensualité de Clarimonde, et nous interrogerons sur la réalité de la nuit que le narrateur passe avec Clarimonde. Voici donc le bilan de la séance 3. Dans ce texte, le personnage principal décrit le conte. Le monde décrit semble réel. Le narrateur mentionne un lieu qui existe et évoque des objets du quotidien, la cheminée, le cigare. Ce texte appartient au genre fantastique parce que le récit est mené à la première personne, je remarquais. Cela signifie que le lecteur suit le regard du personnage quand il découvre les particularités du conte, qui ressemble plus à un animal menaçant qu'à un homme. Les oreilles terminées en pointe, les ongles trop pointus, des poils au milieu des paumes. Jonathan cherche néanmoins à se rassurer et émet différentes hypothèses pour expliquer l'attitude du conte et ses réactions. Peut-être devais-je en imputer la cause à son haleine fétide. Mais les faits deviennent de plus en plus irréels lorsque Jonathan découvre la caisse dans laquelle dort Dracula, puisque le conte ressemble alors à un cadavre. Je ne découvris aucun des signes de vie. Plus le narrateur cherche à se rassurer, plus le conte paraît effrayant, puisqu'il ne respire pas, et que son cœur ne bat pas. Face à ce spectacle, Jonathan est pris de frayeur et s'enfuit, sans donner d'explication sur l'état morbide de Dracula. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan dans le cahier. Et nous allons passer à la séance 4. Séance 4. Un vampire peut-il susciter le désir? Objectif, analyser les procédés d'écriture permettant d'évoquer la sensualité. On appelle procédés d'écriture tous les phénomènes littéraires qui permettent de créer un effet sur le lecteur. On se demandera donc comment un vampire, qui est un personnage, comme on l'a vu, plutôt effrayant, peut parvenir à créer le désir chez un personnage ou chez le lecteur. Faites pause dans la vidéo afin de noter le titre de cette séance et l'objectif. Voici donc le texte sur lequel nous allons travailler. Je procède à la lecture. Romuald est un jeune homme qui confie à Sérapion l'étrange vie qu'il a menée depuis le jour de son ordination, depuis le jour où il a prononcé ses vœux pour devenir prêtre. Alors qu'il est sur le point de devenir un homme du Seigneur, son regard croise celui d'une jeune femme très belle. Alors que ses vœux devraient l'éloigner à jamais des femmes, il ne peut s'empêcher d'essayer de la revoir, puisqu'il semble complètement sous le charme. Mais son ami le met en garde contre cette femme dont la réputation est très étrange. On rapporte que c'est une goule, un vampire femelle qui cherche à pervertir les hommes. Romuald, plus tard, est appelé pour célébrer des funérailles. Il se rend compte que la dépouille est celle de Clarimonde, la femme dont il est tombé amoureux. Je ne pouvais plus y tenir. Cet air d'alcôve m'enivrait. Cette fébrile senteur de rose à demi fanée me montait au cerveau. Et je marchais à grands pas dans la chambre, m'arrêtant à chaque tour devant l'estrade pour considérer la gracieuse trépassée, sous la transparence de son linceul. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte réellement, et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même, je crus voir bouger son pied dans la blancheur des voiles et se déranger les plis droits du suaire. Et puis je me disais, est-ce bien Clarimonde? Quelle preuve en ai-je? Ce page noir ne put-il être passé au service d'une autre femme? Je suis bien fou de me désoler et de m'agiter ainsi. Mais mon cœur me répondit avec un battement. C'est bien elle, c'est bien elle. Je me rapprochai du lit et je regardai avec un redoublement d'attention l'objet de mon incertitude. Vous l'avouerai-je? Cette perfection de forme, quoique purifiée et sanctifiée par l'ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu'il n'aurait fallu, et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on s'y serait trompé. J'oubliais que j'étais venu là pour un office funèbre, et je m'imaginais que j'étais un jeune époux,
entrant dans la chambre de la fiancée, qui cache sa figure par pudeur et qui ne peut point se laisser voir. Navré de douleur, éperdu de joie, frissonnant de crainte et de plaisir, je me penchai vers elle, et je pris le coin du drap. Je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller. Mes artères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes, et mon front ruisselait de sueur comme si je l'eusse remué une dalle de marbre. C'était en effet Clarimonde telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus. La pâleur de ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés et découpant leurs franges brunes sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive, d'une puissance de séduction inexprimable. Ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules. Ses belles mains, plus pures, plus diaphanes que des hosties, étaient croisées, dans une attitude de pieux repos et de tacite prière, qui corrigeait ce qu'aurait pu avoir de trop séduisant, même dans la mort, l'esquisse rondeur et le poli d'ivoire de ses bras nus, dont on n'avait pas ôté les bracelets de perles. Je restai longtemps absorbé dans une muette contemplation, et, plus je la regardais, moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné ce beau corps. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur. Cependant, elle était toujours de la plus parfaite immobilité. Je touchai légèrement son bras. Il était froid, mais pas plus froid pourtant que sa main le jour où elle avait effleuré la mienne sous le portail de l'église. Je repris ma position, penchant ma figure sur la sienne et laissant pleuvoir sur ses joues la tiède rosée de mes larmes. Quel sentiment amer de désespoir et d'impuissance! Quelle agonie que cette veille! J'aurais voulu pouvoir amasser ma vie, et en un monceau, pouvoir la lui donner et souffler sur sa dépouille glacée la flamme qui me dévorait. La nuit s'avançait, et, sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige! Un léger souffle se mêla à son souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la pression de la mienne. Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat. Elle fit un soupir et, décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. « Ah, c'est toi, Romuald, dit-elle d'une voix languissante et douce, comme les dernières vibrations d'une harpe. Que fais-tu donc? Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte. Mais maintenant, nous sommes fiancés. Je pourrais te voir et aller chez toi. Adieu, Romuald, adieu, je t'aime. C'est tout ce que je voulais te dire, et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi une minute avec ton baiser. À bientôt. » Sa tête retomba en arrière, mais elle m'entourait toujours de ses bras, comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile au bout de la tige, puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte, emportant avec elle l'âme de Clarimonde. La lampe s'éteignit et je tombai évanoui sur le sein de la belle morte. Quand je revins à moi, j'étais couché sur mon lit, dans ma petite chambre du presbytère, et le vieux chien de l'ancien curé léchait ma main allongée hors de la couverture. Barbara s'agitait dans la chambre avec un tremblement sénile, ouvrant et fermant des tiroirs ou remuant des poudres dans des verres. En me voyant ouvrir les yeux, la vieille poussa un cri de joie. Le chien jappa et frétilla de la queue. Mais j'étais si faible que je ne pus prononcer une seule parole ni faire aucun mouvement. J'ai su que j'étais restée 3 jours ainsi, ne donnant d'autres signes d'existence qu'une respiration presque insensible. Nous allons donc débuter notre première activité sur ce texte qui consiste à en faire un résumé. Écrivez dans le cahier le titre de l'activité 1 et répondez à la question « Qu'avez-vous compris de ce passage ?» Faites pause dans la vidéo afin de répondre avant la correction. Voici la correction. Dans ce passage, Romuald découvre que Clarimonde est morte et qu'il doit célébrer son enterrement. Cependant, en découvrant son corps, il est troublé par sa beauté et l'embrasse.
Cela semble réveiller la courtisane qui lui jure son amour. Les deux amants passent la nuit ensemble. Quand Romuald se réveille, il est très faible. Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction avant de passer à l'activité 2. Activité 2, l'état du narrateur. Maintenant que nous avons compris ce qui se passe dans ce texte, nous allons travailler plus précisément sur l'état du narrateur et sa relation avec Clarimonde. Pour cela, voici quelques indices qui pourraient vous aider. Faites pause dans la vidéo le temps de noter le titre de l'activité 2. Et voici les indices. Tout d'abord, un point sur la méthode. En effet, dans la question qui est posée, on vous demande d'exprimer votre point de vue. Pour cela, vous allez commencer par exprimer votre avis personnel, ce que vous pensez vous et non ce que dit le texte. Puis, vous allez développer votre avis avec des arguments. Pour quelles raisons avez-vous ce point de vue sur ce personnage? Et enfin, vous prouverez vos arguments avec des citations précises du texte. À présent, vous trouverez surlignés des éléments qui vont vous donner des indices sur l'état dans lequel peut se trouver Romuald dans ce passage. Je ne pouvais plus y tenir, et c'est tel un d'alcool de m'enivrer, me monter au cerveau. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Ces éléments du texte nous montrent que Romuald est troublé devant le cadavre de Clarimonde. Donc, avant même de le contempler, il est déjà dans un état particulier. De plus, lorsqu'il commence à observer le cadavre, il affirme qu'il était navré de douleur, éperdu de joie, frissonnant de crainte et de plaisir. Ici, on peut observer qu'il éprouve des sentiments contradictoires. En effet, le procédé d'écriture qui est ici utilisé est l'antithèse, puisque douleur et joie s'opposent, crainte et plaisir s'opposent également. Enfin, face au corps de sa bien-aimée, Romuald éprouve une certaine excitation physique, puisque son cœur se met à battre plus fort, de la sueur ruisselle sur son front. Faites pause dans la vidéo afin de formuler une réponse. Que pensez-vous du personnage de Romuald et de sa relation avec Clarimonde? Vous pouvez à présent noter la définition du mot antithèse. Une antithèse consiste à rapprocher dans une même phrase deux expressions de sens opposés. Par exemple, frissonnant de crainte et de plaisir est une antithèse puisque crainte et plaisir s'opposent pour montrer que Romuald éprouve des sentiments contradictoires, qu'il est bouleversé. Faites pause dans la vidéo afin de noter cette définition ainsi que l'exemple. Attention, dans la phrase en vers, le mot montre est une erreur, il faut écrire montrer avec un R à la fin. Passons à présent à l'activité 3. Activité 3, la sensualité de Clarimonde. Pourquoi peut-on dire que Clarimonde est une belle séductrice? Dans ce passage, il s'agira de montrer tous les éléments qui prouvent à la fois que Clarimonde séduit le narrateur, mais aussi qu'elle est mise en valeur par sa beauté. Pour cela, voici quelques indices. Tout d'abord, vous voyez apparaître certaines expressions en jaune. Cette perfection de forme, elle était aussi charmante, d'une puissance de séduction inexprimable, ses belles mains. Tous ces termes sont ce qu'on appelle des termes mélioratifs, puisqu'ils permettent de mettre en valeur la beauté de Clarimonde, mélioratif signifiant exprimant un point de vue positif. Donc la description de Clarimonde est faite à partir de termes mélioratifs qui vont donner un point de vue positif sur sa beauté. De plus, on peut noter l'utilisation d'une comparaison. Dit-elle d'une voix languissante et douce, comme les dernières vibrations d'une harpe. Ici, la voix de Clarimonde est comparée à la musique que produirait une harpe. Voici donc la correction. Le narrateur décrit la beauté de Clarimonde avec des termes mélioratifs, cette perfection de forme, ses belles mains, et compare sa voix au son d'un instrument de musique, comme les dernières vibrations d'une harpe.
Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction. Nous allons passer maintenant à la définition des procédés d'écriture découverts. Vous pouvez noter la définition de termes amélioratifs et de termes péjoratifs. Il s'agit ici de révision. On dit qu'un terme est amélioratif lorsqu'il exprime un point de vue positif. À l'opposé, un terme sera péjoratif lorsqu'il exprimera un jugement négatif. Voici la définition de la comparaison. La comparaison consiste à rapprocher deux éléments à partir d'un point commun grâce à un mot outil de comparaison. L'exemple du texte est « d'une voix languissante et douce comme les dernières vibrations d'une harpe ». Pour analyser, nous dirons donc que l'élément comparé est la voix de Clarimonde, ici, une voix. Donc c'est la voix de Clarimonde qui est comparée. Elle est comparée avec, son comparant est, les vibrations d'une harpe. L'outil de comparaison, le mot qui permet de rapprocher ces deux éléments, c'est le mot « comme ». Et le point commun, donc qui permet de rapprocher l'idée commune entre la voix de Clarimonde et la musique de la harpe, c'est le fait que la voix, comme la musique, sont dotées de douceur et de sensualité. Donc la douceur de la voix est le point commun entre la musique de la harpe et la voix de Clarimonde. Recopiez cette définition à la suite, puis prenez en photo votre cahier et envoyez la photo à l'adresse suivante: daras.garros@laposte.net. Faites pause dans la vidéo, le temps de recopier et d'envoyer la photo. Nous allons passer ensuite à la dernière activité. Activité 4, la nuit avec Clarimonde. Que se passe-t-il réellement durant cette nuit? Nous sommes partis d'un résumé de ce que nous avions compris du texte. Je vous rappelle, Romuald arrive dans une chambre, il constate qu'il est censé célébrer l'office funèbre, c'est-à-dire l'enterrement d'une femme. En observant cette femme, il découvre que c'est Clarimonde, la jeune courtisane dont il était tombé amoureux. Il observe Clarimonde, embrasse son corps. Clarimonde semble s'éveiller, lui parler. Puis la nuit se déroule, et au petit matin, lorsqu'il se réveille, il semble très affaibli. Donc essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé durant cette nuit. Pour cela, voici quelques indices. Donc, sont surlignés dans ce passage des éléments qui peuvent vous dévoiler ce que semblent vivre réellement Romuald et Clarimonde durant cette nuit. Je vous les lis. Je m'imaginais que j'étais un jeune époux. Et lorsqu'il est devant le corps de Clarimonde couvert du suaire, du linceul, il dit « Je me penchai vers elle et je pris le coin du drap, je le soulevai lentement. » Ce que s'imagine ici Romuald, c'est qu'il est devenu un jeune marié qui voit son épouse dans sa robe de mariée, et donc il lève, ou enlève plutôt, le voile de la mariée. Donc première scène, il ne s'agit plus d'un enterrement mais d'un moment de mariage. Et puis après avoir ôté ce voile, voilà ce qu'il nous dit. Je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ici, ce que fait Romuald, c'est qu'il embrasse la mariée. Donc après avoir ôté le voile de la mariée, il embrasse la mariée. Cela provoque l'éveil de Clarimonde, qui va alors formuler ses vœux de mariage. Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte, mais maintenant, nous sommes fiancés. Et donc nous arrivons sur le cœur de cette nuit, où, après la formulation du serment de mariage, on ne sait pas vraiment ce qu'il se produit. Néanmoins, le narrateur évoque dans ce passage certains événements. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps, comme une aile au bout de la tige, puis elle se détacha et s'envola vers la croisée ouverte, emportant avec elle l'âme de Clarimonde. La lampe s'éteignit et je tombai, évanouie, sur le sein de la belle morte. Ici, il s'agit d'une métaphore pour évoquer ce qui se produit entre Clarimonde et Romuald durant la nuit. En effet, le fait qu'un tourbillon de vent pénètre dans la chambre évoque le début d'une relation charnelle
Le fait que le narrateur mentionne la présence d'une rose blanche dans la chambre est un indice d'une perte de virginité. En effet, la rose blanche évoque souvent la chasteté, la pureté, et ici cette rose perd sa dernière feuille qui va s'envoler par la fenêtre et emporter l'âme de Clarimonde. Donc si le narrateur se réveille sur le sein de la belle morte, c'est parce qu'en fait, il s'agit ici de la nuit de noces entre Clarimonde et Romuald, et que Romuald pourrait nous la raconter. À vous donc de répondre à cette question: que se passe-t-il durant la nuit? Utilisez les différents éléments qui ont été soulignés et rédigez votre réponse. Utilisez les différents éléments qui ont été surlignés et rédigez votre réponse. Faites pause dans la vidéo afin de réaliser le travail. Voici le corrigé. Alors qu'on devrait assister à un enterrement, le texte raconte en réalité un mariage imaginaire entre Romuald et Clarimonde. Romuald enlève le voile de la mariée. Je me penchai vers elle, et je pris le coin du drap, je le soulevai lentement. Puis il l'embrasse, je ne pus me refuser de déposer un baiser sur les lèvres mortes. Clarimonde formule ses vœux de mariage. Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte, mais maintenant, nous sommes fiancés. Et les époux consomment leur nuit de noces. En évoquant le vent qui s'engouffre dans la chambre et fait s'envoler la fleur blanche, le narrateur exprime la perte de virginité. Romuald s'endort sur le sein de son épouse. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce corrigé. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas d'aller remplir le QCM sur Pronote. Au revoir.